Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du pied Louis XV. Ah, ce sacré pied Louis XV. Beaucoup ne se disent pas ébénistes parce qu'ils ne savent pas faire un pied Louis XV. Bon, d'un autre côté, un pied Louis XV dans une entreprise, ça ne sert pas à grand-chose parce que dans ma carrière d'ébéniste, je n'ai pas eu de demande pour pouvoir faire un pied Louis XV. À part une fois, oui, une fois où j'ai eu besoin de le faire pour un décor de théâtre. Voilà, c'était un pied Louis XV, comme ça, un pied cambré pour un bureau. Il fallait faire un bureau un peu moderne avec un rappel de cette courbe-là sur le pied. Donc tout ça, c'était laqué avec une laque assez claire, de manière à ce qu'il ressorte sur le décor qui lui était très foncé. Et là-dessus, il y avait une laque avec un motif. Je n'ai pas retrouvé les photos du meuble terminé. Voilà, donc le pied était simplement raccordé. En plus, il y avait un système de montage, puisque comme c'était pour une troupe de théâtre, il fallait que la table puisse être démontable pour pouvoir le transporter. Donc de l'intérieur, on pouvait démonter et dévisser les pieds. Les pieds étaient teintés vernis, alors que les caissons, eux, étaient laqués. Le dessus, il donne l'impression d'être en lévitation. Les tourillons que l'on voit là, les tourillons étaient peints en noir, donc du coup, on a vraiment l'impression que le dessus se décollait du meuble. Ici, nous avons un bureau Louis XV, un bureau avec le pied cambré. Mais avant d'arriver là, le pied, lui, il est parti de là. C'est-à-dire qu'en fait, là, nous avons une commode de André Charles Boulle, avec le pied qui commence à naître ici, là. Nous avons cette forme cambrée, avec une espagnolette ailée sur le haut et se termine en bas par un pied de lion. Cette courbe-là, elle va évoluer. On va aller, là, nous avons une courbe d'un pied cambré, avec ici un mascaron, pareil, se termine par un sabot sur la partie basse. On voit que là, la courbe, elle est forme de S et elle est assez équilibrée. Cette bosse-là, elle est plutôt vers le haut et vers la fin du Louis XIV, on a des pieds qui sont, beaucoup plus élancés. C'est-à-dire que là, on a la bosse et puis après on a pratiquement pas de creux, on arrive au sol presque à la perpendiculaire. Donc c'est le mélange de ces 3 courbes qui va faire naître donc le pied, qui régence. Là, c'est le pied, on est vers la fin Louis XIV, on va vers le style Louis XV, avec ici une espagnolette. Là, c'est le mascaron, roi soleil. Il se termine par un pied, de lion avec des feuilles d'acanthe. Et donc là, le pied, ça c'est vraiment on est dans le pied Louis XV qui va s'affiner, s'allonger. Le pied, quand il démarre ici, il arrive à l'aplomb, là. Voilà. Donc son point de départ, c'est le point d'arrivée. Un pied Louis XV, quand on l'a fait, on peut le poser sur la table, on le lâche, il est censé normalement, être bien debout. Donc la position du pied en bas est importante par rapport au départ. Si elle est légèrement décalée vers l'extérieur, on a l'impression que la table est légèrement avachie. À cette époque, Louis XV, on pouvait tricher un peu. J'ai vu quelques meubles où le bas du pied était légèrement vers l'intérieur pour donner un peu plus de buste à cette bosse-là, ici. Voilà, donc là, on est dans le Louis XV. Vers la fin du Louis XV, on a la transition Louis XV-Louis XVI, où la courbe du haut est remplacée par un petit chanfrein ici. Donc ça, c'est un plat ici. On a un plat avec un chanfrein. Et la courbe, elle, est très, très élancée. La bosse, elle est plutôt vers le haut, contrairement à ce qu'on avait vu tout à l'heure, là, ici, où la bosse, elle est un peu plus basse. Voilà. Là, la bosse, elle monte à chaque fois un peu plus. Il donne encore plus d'élégance sur le pied. Les pieds transition sont les pieds les plus difficiles à réaliser parce que la courbe, elle évolue sur très, très peu. Entre la bosse et le creux, on a très, très peu de marge. La courbe se déplace sur un canal qui ne fait pas plus de 8 à 12 mm, quoi. C'est très, très étroit. On retrouve là, ici, le chanfrein sur un pied transition, la forme très élancée du pied transition, et ce chanfrein-là va disparaître pour n'avoir que la courbe sur la partie basse. Voilà. Après le pied transition, eh bien c'est le pied Louis XVI qui lui est tourné cannelé, donc on n'a plus de cambrure. Et on revient vers le style Louis XV avec l'apparition dans le style Second Empire. Le pied cambré est de retour. Voilà. Donc, par contre, il est beaucoup plus prononcé. On a une bosse et un ventre beaucoup plus prononcés, quoi. Voilà. Très appuyé. On reprend les courbes des meubles
le Louis XVI, pour les appliquer aux meubles de l'époque. Là, ici, nous avons une jardinière. Bernard Daudet a écrit un livre, L'ébénisterie, les meubles et sa structure, aux éditions Vial. Et dedans, donc, on y voit cette petite table galbée avec un pied Louis XV. Ici, on a l'explication du tracé. Donc, le pied, d'abord, est tracé avec la courbe extérieure. Ici, nous avons la courbe extérieure du pied. Ici, correspond à la courbe intérieure du pied jusque-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la courbe, le raccord entre le pied et la traverse. Une fois que cette courbe-là est dessinée, nous avons le début du gainage. C'est-à-dire que de là jusqu'en bas, le pied va se réduire d'une manière bien progressive jusqu'en bas. Donc, on a besoin de savoir le point de départ, point d'arrivée. On trace des traits de niveau ici, plusieurs traits ici, qui correspondent le haut du pied. Ici, on a la moitié de la traverse. Là, on a deux traits, le 3 et le 4, c'est entre le début de la coupe d'onglet et la fin de la coupe d'onglet. Et le trait numéro 5, c'est celui qui correspond au début du gainage. C'est-à-dire que le pied, quand on le voit ici, c'est le pied en vue de 45 degrés, vue sur angle. Et on voit que ici, nous avons la coupe d'onglet sur le côté. Et là, on a la courbe qui permet de raccorder le pied à la traverse. De là jusqu'en bas, c'est bien droit. C'est droit. On trace, pour cela, il faut connaître l'arrivée en bas, c'est-à-dire que là, ici, on a la largeur du pied, que l'on reporte ici à 45 degrés, et on trace un trait de là jusqu'en bas, et on le continue jusqu'à obtenir un point qui est très très loin en bas. Là, c'est pareil. Et ce point-là, il est intéressant parce que ça va nous permettre aussi de pouvoir tracer le chanfrein avec le même gainage. On voit que ici, nous avons un pied, je vais prendre cette section-là. On a un pied qui est ce qu'on appelle un pied couteau, c'est-à-dire que la surface ici n'est pas droite, elle n'est pas plate, ici comme on peut le voir là, mais elle est en forme courbe. Voilà. Et on a un chanfrein. Donc on a 5 faces, on a un pied à 5 faces, et la forme ici est légèrement creuse. Mais d'abord, pour pouvoir dessiner cette section à chaque fois, on est obligé de dessiner la section carrée, comme si le pied était carré, et après on vient définir de combien on va le creuser ici, et cette valeur-là, elle va progressivement descendre vers le bas. Comme le chanfrein a ici une largeur. Il faut que le chanfrein ici, de là jusqu'en bas, jusqu'ici, le chanfrein doit diminuer d'une manière très progressive. Donc pour cela, on prend les 2 points en haut qui correspondent à la largeur du chanfrein et on vient tracer jusqu'au trait que je vous expliquais tout à l'heure, qui est le raccord, qui est le prolongement des arêtes droite et gauche de pied quand il est à coupe à 45 degrés. Pouvoir tracer ces traits-là. Le trait qui correspond à l'extérieur, le trait qui correspond au couteau et le chanfrein. Et à chaque niveau, on va dessiner la section. Une fois qu'on a fait ce travail, eh bien, on peut reprendre après sur la distance que nous avons ici, la reporter en vue de face. Et là, ici, nous sommes à 45 degrés. La vue de face, elle est dans cette direction. Je prends cette distance et je la reporte là. Je prends cette distance, je la rapporte là. Une fois que j'ai rapporté tout ça, il ne me reste plus qu'à raccorder tous les points. Je peux aussi utiliser cette vue, pouvoir dessiner la vue à 45 degrés. C'est-à-dire que là, on est en vue de 45 degrés sur angle extérieur, et là, on est à 45 degrés dans l'autre sens. Ce qui nous permet d'avoir la courbe du pied, c'est-à-dire que ça nous permet de voir la courbe du pied quand on est à 45 degrés. Et cette courbe-là, c'est la courbe du pied fini. Voilà. C'est-à-dire que si on dessine le pied en vue de face, eh bien, on n'a pas la courbe de cette courbe-là, quoi. Et on peut avoir des surprises. Souvent, ce que je vois sur internet, c'est que des fois, je vois des personnes qui tracent le pied avec cette courbe-là. C'est-à-dire qu'en vue de face, ils tracent le pied avec cette courbe-là. Ce qui fait que le pied, il est encore plus cambré. On a des pieds qui correspondent plus à des pieds, Second Empire que des pieds Louis XV. Voilà. Donc il faut bien faire attention que cette courbe-là ne correspond pas à ce que vous allez voir. Enfin si, vous allez voir, mais en vue de face. Et comme on est rarement en vue de face, on est toujours sur angle, on appréciera le pied quand elle est sur un coupe à 45 degrés. Sur ce même l'ouvrage, nous avons des explications comment usiner le pied à la toupie avec des montages d'usinage. Et puis aussi comment plaquer
le pied, parce que c'est un pied couteau, il faut mettre le plaquage dessus. Donc là, la technique qu'il utilise, bah, c'est une sorte de montage pour pouvoir mettre le pied. Une fois que le pied est bien mis en place, on met par-dessus un sac de sable et on est obligé de mettre des petites cales dessus pour pouvoir venir serrer le sac de sable, pour serrer, le plaquage au fond du couteau, quoi, voilà. Moi, je n'utilise pas cette technique-là, je trouve que cette technique, elle est très, très longue. Il faut, d'abord faire, la structure comme ça. Il faut faire 2 gabarits. Il faut mettre le pied, à 45°, pouvoir se plaquer les différentes faces et puis une fois qu'on a fait le gabarit, il faut mettre le sable, il faut le chauffer. Bon, moi j'utilise plutôt une technique, qui est beaucoup plus simple, qui est la technique de la boîte à sciure qu'on peut voir sur le site de l'Heure du Bois. Voilà le fameux bureau que j'ai fait là pour, un décor de théâtre et pour plaquer le pied, puisqu'on avait des le bois qui était utilisé n'était pas très beau, donc du coup, j'ai replaqué après du chêne par-dessus, donc même un pied en chêne, replaqué chêne. Ça a été un exercice pédagogique en plus, c'était assez intéressant. Donc la boîte à sciure, c'est de la sciure, que l'on peut chauffer aussi, hein. On peut chauffer la sciure si on utilise des colles animales telles que de la colle à chaud, par exemple, et on pose le pied à l'intérieur et on le serre, voilà. Donc là, il y a que 3 serre-joints et le pied, il vient appuyer sur, le plaquage qui lui-même est en appui sur une feuille de papier journal et dessous, nous avons de la sciure et cette sciure-là, on a pris la précaution de la mettre un peu à la forme avant, quoi. Donc cette technique-là, à mon sens, elle est quand même beaucoup plus rapide. J'ai essayé les 2 techniques, je peux vous assurer que celle-là, elle est quand même bien plus rapide. Donc, je viens de vous expliquer donc le tracé des pieds Louis XV que vous retrouverez, sur le site de l'Art du Bois d'ailleurs. Il y a un article qui est fait sur, comment réaliser un pied galbé, là par, Rêvé. Et donc sur cet article-là, il y a, Sylvain Franc-Comtois qui donne un lien vers le site passiondubois.fr ici où vous avez toute la technique expliquée en détail, voir réaliser et dessiner le pied Louis XV. Voilà. Donc là, je l'ai réalisé, je l'ai modélisé et nous avons donc le pied Louis XV couteau. Voilà, avec cette forme-là un peu curvée, avec le chanfrein. Donc là, par contre, le plaquage n'y est pas du tout, hein. J'ai juste mis un plaquage comme ça à 45°, mais normalement, on a un joint ici, on est à 40, voilà et le plaquage vient recouvrir l'arasement. Ce qui fait que l'arasement, une fois plaqué, on ne le voit pas. Ici, nous avons, l'explication du pied, 6 faces. C'est-à-dire qu'en fait, le pied peut avoir une face à l'intérieur, supplémentaire, un chanfrein à l'intérieur du pied qui nous permet d'avoir, quelque chose de beaucoup plus élégant. Donc là, je me mets à 45° sur les 2 pieds, voilà, les 2 courbes sont identiques au niveau de l'extérieur. Par contre, le fait d'avoir enlevé de la matière, sur l'arrière nous permet d'avoir un pied beaucoup plus élégant. En vue dessus, là, sur cet exemple-là, nous avons une traverse qui est droite. Elle peut avoir un chantournement, mais là, c'est pas le cas. Donc la traverse, elle est droite et elle est plate. Et comme elle est plate, du coup, et que le pied, lui, il est cambré, arrivé à la coupe d'onglet, ici, là, vous voyez, là, il y a la coupe d'onglet, eh bien, on se retrouve avec un manque de matière. Voilà, il manque cette matière-là. Et pour cela, on rajoute un petit bloc de matière ici, ce qu'on appelle le quart de brie. C'est une pièce de bois un peu en arc de cercle qu'on vient coller ici. Euh, Ici, donc on a l'épaisseur maximum là, de cette pièce-là, que l'on vient rajouter, pour pouvoir faire le raccord entre la courbe du pied et la traverse. Tout ça, bien sûr, ça va être replaqué. Pour vous expliquer l'importance du tracé du pied, c'est-à-dire de tracer la courbe intérieure du pied en vous servant de la courbe en 45° et avec le gainage ici, et on voit que par exemple ici le pied, une fois qu'il est fait, normalement, on devrait pouvoir poser un plan, un panneau par exemple, pour poser le pied sur une table, sur un panneau, et 5 centimètres juste après la coupe d'onglet là, ici, eh bien le pied commence à gainer et là on doit être en appui. On ne doit pas avoir de jour ici là. Voilà. De bien, bien s'appuyer sur la surface. Si c'est pas le cas, bien en général, on vient retoucher la courbe arrière pour que ça soit le cas. Si on ne fait pas ça, bien on peut avoir, par exemple ici, sur ce bureau-là, on voit que le pied, il a ce qu'on appelle du jarret. Un pied qui a du jarret, c'est-à-dire que c'est un pied qui est un peu plus enflé ici, là. Oui et parfois, c'est souvent le cas, je vois des pieds où là, cette partie-là, elle est beaucoup plus creuse.
Ce problème-là est souvent dû à un mauvais traçage ou au moment d'enlever les traits de scie à la scie à ruban, eh ben, d'insister un peu plus sur cette partie-là et puis on se retrouve avec, un creux là. Et quand on a un pied, donc là il est un petit peu enjarré, pas beaucoup, mais quand même un tout petit peu. On voit que si je tire une trace, une ligne droite entre ce point-là et le bas, eh bien là il y a trop de matière et là il me manque un tout petit peu. Voilà. Donc il faut bien faire attention quand on est à la scie à ruban d'être le plus précis possible pour éviter d'avoir à avoir trop à enlever et puis se retrouver ici avec, un gainage qui n'est pas bon. D'autant que, le pied au départ, je vous rappelle, il est carré et après le carré, donc on vient le creuser pour donner cette forme en couteau. Donc, cette arête-là, si elle est faite avec la vastringue, si on le trace pas correctement, on se retrouve avec, effectivement trop de matière en haut et un petit peu creux sur le bas. Dernièrement, je suis allé à Saint-Étienne et chez les compagnons à Saint-Étienne, dans la salle de cours, il y avait donc, ce grand cadre avec, l'explication de toutes les étapes de la fabrication d'un pied Louis XV. Donc au départ, on part sur une masse qui est carrée, sur lequel on va dessiner le pied dessus. Le pied qui rentre à l'intérieur, en fait, est plus petit que la masse. C'est-à-dire qu'en fait, on prévoit que le trait de scie ne sorte pas de la masse. On y rajoute 3 ou 4 millimètres en plus, ce qui fait qu'en faisant le trait de scie, la lame de scie ne sort pas et on n'a pas cette marque qu'il pourrait y avoir ici et au moment où on veut rentrer dans la courbe, pour faire la pose, eh beh, on aurait à nouveau une deuxième marque. Ce qui fait que, après on est obligé de venir retravailler pour enlever ces marques-là, c'est laborieux. Alors pour éviter ça, donc on essaie d'être le plus précis possible, d'avoir le moins de bosses possible et en chantant. Savoir que au 1er trait de scie, eh bien, on vient, scier sur cette surface-là et là-dessus, nous avons le tracé du pied Louis XV qui se trouve, sur la face, à droite là et le fait d'avoir justement plus de matière, ça nous permet de conserver le dessin dans son intégralité pour pouvoir faire les 2 traits de scie de l'autre côté. Voilà, ceux-là par exemple. Une fois que le trait de scie est fait, donc, voilà, on voit le trait de scie. Le pied après il faut le râper, racler et après donc on fait l'assemblage entre les traverses avec la coupe d'onglet. Cette petite pièce de bois ici, là, elle n'est pas prise dans le pied, en fait. En général, c'est une pièce de bois qu'on récupère dans cette partie-là. C'est-à-dire que ici, on a une coupe à 45°, la coupe d'onglet, là, eh bien, on va le prendre dans ce bois-là, ce qui fait que c'est la même couleur. Si le pied, il est massif, on a un raccord parfait. Si par contre il est replaqué, on peut le prendre dans n'importe quel bois, mais bon, souvent on le prend dans cette zone-là. Alors on vient assembler les traverses. Ici, on voit que la traverse, elle, soit elle est plate, soit elle a un chantournement, mais en tout cas ici, il va falloir faire le raccord entre le pied et la traverse. Ça a été fait à la gauche. Ici, on peut le faire aussi avec la vastringue. Une fois que tout ça c'est bien à fleur, on peut l'assembler et le replaquer. Une fois que le pied est replaqué, l'arasement et le coupe d'onglet disparaît derrière, quoi. Et on termine par plaquer le chanfrein, à la fin. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et que ça va peut-être vous donner envie de faire un pied Louis XV, juste pour que vous puissiez vous dire à la fin: «Bah, ça y est, j'ai fait mon tiroir à queue ronde, je fais mon pied Louis XV, donc je suis maintenant un ébéniste». Bon, en tout cas, j'espère que vous allez faire de beaux ouvrages et que ça va vous donner envie de continuer à faire des belles pièces. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt.